moi, c'est mon point de vue, j'ai peut-être tort, mais je pense que si tu as la chance d'avoir un micro puis de parler devant autant de gens, oui, fais-les rire, ou oui, divertis-les, ou oui, mais sers-toi un petit peu de ça juste pour essayer de faire avancer quelque chose qui te touche ou faire en sorte que demain va être un petit peu mieux qu'avant hier. Ouais. C'est pas... À voix haute. À À voix haute. Un balado animé par Pascal Lépine et produit par Atypique. Épisode 6, Jonathan Roberge. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Dans cet épisode d'À voix haute, j'ai eu le bonheur, parce que c'était vraiment un immense bonheur de pouvoir jaser avec Jonathan Roberge. On a parlé de beaucoup de choses, des choses assez intenses. On a parlé du suicide, de santé mentale. On a aussi parlé de moto, de chats et de fleurs. Donc, ça va être un épisode, je pense, vraiment intéressant. Bonne écoute. Vraiment un super, super bonheur, Jonathan, pour moi de t'avoir avec moi pour cet entretien aujourd'hui. Dans quel état d'esprit je te retrouve aujourd'hui, en fait? En vérité, mettons, on est transparent, là. Je pourrais dire ça va bien dans la situation un peu absurde dans laquelle je suis. Et ce serait quoi, cette situation absurde? Ça fait 4 ans que, chez nous, on patauge dans le cancer, avec mon fils. Donc, quand on me demande si ça va bien, je dis, mettons, ouais, aujourd'hui, c'est une bonne journée, ou non, c'est pas une bonne journée. Fait à cette heure, ce que je dis, c'est que la vérité, c'est ça va bien dans une situation qui va pas bien. Ouais. On est heureux à la maison, on est capable d'avoir du bonheur, de faire des soupers le vendredi soir, de s'amuser. Mais ça se peut que le samedi, quand je suis seul, j'ai de la peine. Mais je pense que c'est la réalité de beaucoup de parents ou de gens qui vivent avec la maladie près d'eux. Puis il y en a quand même beaucoup qui vivent justement avec des enfants malades. Ouais. Il y a plein d'organismes qui les aident. Comment on fait justement, surtout quand on fait de l'humour, on est toujours dans le public, on doit toujours performer? Est-ce qu'il y a des moments justement quand c'est plus difficile, tu arrives vraiment à faire de laisser un peu l'espace et d'être capable de passer entre les deux? Ou Au début, j'étais capable. Au début, je te dirais que j'étais sur un pilote automatique avec l'adrénaline dans le tapis. Donc, j'étais capable. Lorsqu'il y a eu la récidive, il y a 3 ans, là, je suis tombé sur un genre de OK, c'est difficile, là, parce qu'il faut que je fasse rire des gens. Ouais. Alors que j'ai aucunement envie de rire. Puis il fallait que j'écrive une chronique par jour à la radio. Mais c'est sûr que mon travail a été affecté, là. C'est sûr que j'étais moins drôle. C'est sûr que j'étais moins efficace. Fait que, une année, je me suis dit, je vais accepter que, à la base, j'ai pas toujours juste voulu faire de l'humour. J'ai voulu écrire des livres, j'aime peindre, j'aime faire plein d'autres trucs, j'aime réaliser. Donc, je me suis dit, je pense que je vais me réaliser à travers d'autres choses que l'humour pour les prochaines années. C'est un peu ça mon objectif. Ces temps-ci, j'anime des shows télé. Oui, c'est difficile, mais beaucoup moins qu'aller faire rire des gens tous les jours, alors que j'ai pas envie de rire. Ouais. Et en même temps, tu l'as bien dit, souvent, quand on a des épreuves difficiles, les gens pensent il n'y a pas des moments drôles, mais en fait, des beaux moments, il y en a quand même aussi à travers tout ça. Sauf que quand c'est difficile de partir travailler, peu importe ce qu'on fait, c'est quand même pas évident. Mais nous, l'humour nous a sauvés à la maison. Encore aujourd'hui, on fait des blagues avec le cancer de Xavier. On en fait constamment. Je veux dire, on l'appelle le petit cancéreux, puis même lui, il s'appelle le petit cancéreux. Puis on fait toujours des blagues avec ça, parce que si tu n'as pas d'humour, lorsque tu vis des épreuves comme ça, tu t'en tireras pas, mon ami. L'humour va devenir c'est ta bouée, là. Je veux dire, si t'as pas d'humour, tu vas couler, mon ami. Ça va pas marcher. Oui, ça va pas marcher. Je dis tout de suite, si t'as pas l'humour, lorsque tu traverses ces périodes-là, non seulement tu touches le fond quand tu touches t'as ça dans ta vie comme période, mais tu vas le toucher. Mettons, j'essaie de trouver une comparaison, mais c'est comme sauter pas de parachute, mettons, là. Mm-hmm. Tu vas le frapper. Je te dis tout de suite, si on t'annonce un jour que ton enfant est malade, tu vas frapper le fond. 86% des couples se séparent après un diagnostic d'une maladie infantile. Je veux dire, ça arrive chez tous les couples c'est une statistique qui m'avait été donnée à Sainte-Justine à l'époque, fait que je sais pas si ça a changé depuis 4 ans, peut-être même plus avec la COVID, mais c'est 86% des couples vont se séparer suite à cette épreuve-là. Donc, je te le dis tout de suite, mon ami, si tu viens d'avoir le diagnostic, prépare-toi, ça frappe. Fait que t'es aussi bien de rire de certaines situations puis de prendre le plaisir où il est. Puis un jour, je vais toujours me rappeler, il y a un docteur qui nous avait dit, filmer Xavier lorsqu'il va faire sa ponction lombaire, on lui donne un médicament, puis il va vraiment planer. Il va délirer un peu. Puis il faut que tu trouves ton bonheur où il est. Fait que pendant que mon gars n'a plus de cheveux, qui est là couché dans un lit d'hôpital,
nous, on le filme parce qu'il dit tu y remonteras après parce que tu vas lui demander, mettons, c'est qui ton joueur préféré, puis ça se peut qu'il te dise une roussette au miel, tu sais, parce qu'il va trop être gelé. Fait que ça va être drôle. Fait que, tu sais, il nous avait dit, allez chercher votre sourire où vous pouvez, tu sais. Puis ça m'a vraiment énormément aidé dans les dernières années. Puis, l'anxiété, les troubles anxieux, c'est quelque chose que tu connais bien. Est-ce que avant ça, tu avais déjà ça, ces enjeux-là, ou c'est vraiment plus, ça s'est accentué davantage lorsqu'il y a eu le diagnostic? J'ai une conférence que je fais en ce moment, je me plug. Je fais une conférence pour plein d'entreprises dans laquelle je l'explique. La différence, c'est qu'en 2009, lorsque j'ai eu des idées noires, j'ai fait une grosse dépression, puis j'avais tout ce que je voulais dans la vie, tu sais. Ma femme venait d'avoir un bébé, je venais de gagner des oliviers, ma carrière allait super bien, j'avais de l'argent qui rentrait, j'étais la saveur du mois, la saveur de l'année, mettons, en humour, parce que j'avais des capsules qui roulaient partout. J'avais tout ce qu'un gars veut, tu sais. Et j'ai pourtant fait une dépression et j'ai voulu m'enlever la vie parce que je souffrais trop, parce que je savais pas ce que c'était que l'anxiété. Mettons, on parlait de ça 13-14 ans plus tard. Je sais ce que c'est que l'anxiété. J'ai été sensibilisé avec ce qui se passe partout. On en parle de l'anxiété aujourd'hui. Mais en 2009, on n'en parlait pas. Donc aujourd'hui, malgré toutes les bad luck que j'ai pu vivre durant la pandémie, qui est la séparation, qui est le cancer, qui est la récidive, et la pandémie, et la perte de ma tournée, et la perte de tout ce que j'avais, j'ai pourtant pas crashé. Tu sais, mon anxiété s'est juste maintenue parce que je savais maintenant que je pouvais obtenir l'aide que j'ai besoin. Donc, j'appelle ça l'escalier. Là, c'est trop long à expliquer, mais pour moi, c'est des paliers d'anxiété. Là. Puis toi, t'es un anxieux aussi. Fait que tu vas comprendre ce que je veux dire. T'as le stress que t'as de besoin, t'as l'anxiété qui devient généralisée. Puis là, à un moment donné, elle tombe dans le « j'ai de la misère à me lever de mon lit le matin ». Tu sais? Et là, je sais qu'en ce moment, je suis sur je vacille entre cette marche-là puis l'anxiété généralisée depuis 1 an. Tu sais? Mais je sais que je suis sur cette marche-là et je sais que si je prends les médicaments qu'il faut, que je fais 30 minutes de sport par jour, que je mange mieux, que j'en parle, tu sais, de sortir ce que j'ai en dedans, mais je sais que je vais me maintenir là au lieu de monter à la dépression, au burn-out, aux idées noires, à la psychose, à whatever quoi qui est plus haut. Tu sais? Fait que pour moi, c'est des marches que tu montes avec le stress. Et qu'il faut que tu apprennes à te connaître, puis savoir sur quelle marche que tu es pour pouvoir bien désamorcer tout ça, puis essayer de redescendre doucement. Écoute, c'est tellement intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent, quand tu as des troubles anxieux, moi, ça a commencé, mes souvenirs de plus jeune enfant, 4-5 ans, c'est l'anxiété. Pas dormir, passer des nuits blanches, trop penser, puis ça a duré toute ma vie, puis j'ai eu différents moments. Mais ça disparaîtra jamais. C'est quelque chose que j'ai compris. Ça fait partie dans ma nature, mais je peux le contrôler. Comme tu dis, trouver les moyens qui vont le diminuer. Oui. Puis c'est surtout que ça n'allait pas à un niveau qui devient ingérable. Puis quand on le sait, on voit les signes. Puis je pense que le fait d'en parler, ça aide aussi les gens à comprendre. Puis ce que je trouve intéressant, tu dis, il y a eu de l'aide, ça veut dire que tu as eu courage, parce que c'est souvent dur d'aller demander de l'aide. Moi, quand j'étais jeune, c'est atroce. Je suis allé voir le médecin. Le médecin, c'était « t'es malade imaginaire ». Moi, la littérature, je pensais à Molière. Puis là, il a dit devant ma mère, je suis un malade imaginaire. Mais moi, mes crises de panique, d'anxiété, là, tu sais, le cœur qui te serre, puis il n'y a rien d'imaginaire dans ma tête. Mais là, j'ai dit, je suis fou, je suis juste fou. Fait que, tu sais, on avait toujours... Après ça, j'ai pris des années avant d'aller demander de l'aide, parce que dans ma tête, ils vont me dire que je suis fou, puis que j'imagine ça. Toi, tu as eu le courage quand même assez rapidement, ou ça a pris du temps avant que tu dises... Ça a pris du temps. Je vais aller chercher de l'aide. Puis... Ça a vraiment pris du temps. Parce que il y a quelque chose qu'on dirait qu'on n'ose pas parler ces temps-ci, parce que c'est... Il faut que je pèse mes mots. Je trouve qu'en ce moment, mettons moi, je parle pour moi, OK? Un homme blanc de 40 ans, hétérosexuel dans notre société, tu te sens mal de te plaindre. Fait que de dire, hey, je vais pas bien, tu vas avoir tout le monde autour qui va dire, ouais, mais moi, j'enlève rien au fait que c'est injuste pour toi ou que pour toi, le coming out a été difficile. J'enlève rien de tout ce que les autres vivent. Je dis juste que moi, aller chercher de l'aide, on va me dire que c'est de la... Tu sais, moi aussi en 2009, là, je suis assis dans un bureau de docteur, je pleure, je veux juste m'enlever la vie tellement que ça me fait mal dans le bout des doigts. Tu comprends cette douleur-là? Tu sais, c'est picoté. Pour ceux qui ne le savent pas, là, souvent, je donne comme exemple, au-delà de l'anxiété, lorsque l'attaque de panique arrive, puis qu'elle se maintient, là, moi, j'avais un trouble panique agoraphobique, puis qui partait pas. Il y avait juste avoir le piton collé, genre. C'est comme l'attaque de panique, elle arrive, elle surgit, puis elle peut durer 5, 6, 7, 8 heures. Ouais. À juste avoir le cœur qui débat, avoir le visage tout engourdi, avoir les mains engourdies. Et je dis que c'est un peu comme quand tu es assis sur ton pied,
Tu sais, t'es assis en tailleur, t'es assis sur ton pied, puis tu te lèves. Puis quand il devient tout engourdi, là, cette douleur-là, ça me faisait ça partout dans le corps, sans arrêt. Ça m'a fait ça pendant environ 3 mois. Puis à un moment donné, j'étais assis dans ma douche. Puis là où je me sentais bien, c'était avec l'eau chaude parce que ça m'aidait avec les sensations. Je sais pas si toi aussi tu souris, là, mais Oui, tu te reconnais, là. Puis, c'est physique parce que moi, ça a été 3 mois de maladie, d'être physiquement pas bien. Ouais. Donc, pas intellectuellement, c'est pas dans ma tête. Non, Et là, je me c'est sentais pas bien, physiquement, qui m'a ouais. mené à un épuisement professionnel. Mais là, mon médecin de famille n'était pas là. C'était des médecins durant la COVID, ils voulaient pas me voir. Fait que là, j'ai eu un diagnostic, imagine, là, par téléphone et en ligne, de étanguer, c'est le sida. Là. Je me disais, voyons donc. Après ça, c'était genre leucémie. Après ça, c'était fibromyalgie. Ouais. Là, j'étais là, genre, là, je sais juste pas, mais moi, j'ai comme plus d'énergie. Je me sens pas bien. Je dors tout le temps. Je dors jamais. Puis là, après ça, j'ai compris. Puis quand ma médecin de famille est revenue, on a fait, non, t'es juste épuisé. Là. Ouais. Mais le côté physique, des fois, les gens l'oublient. Et là, à un moment donné, on sait même plus lequel est arrivé avant. C'est le chien qui mange la queue. Parce que, c'est ça. Exact. Vu que tu as mal partout puis tu as un mal de vivre, tu es ultra fatigué. Fait que tu es tellement épuisé que tu dors pas. Et là, tu t'endors après ça n'importe où quand c'est plus le temps de dormir. Écoute, je te file tellement. Et moi, je me rappelle être dans le bureau du docteur qui fait écoutez, monsieur, reprenez-vous en main, là. Me reprendre en main. OK. Fait que je suis parti chez nous. J'étais dans ma douche. Puis ça, j'ai déjà dit publiquement. Puis la raison pour laquelle je le dis, c'est que je veux que des gens se reconnaissent. Et puissent faire aïe, ce gars-là, après ça, il a eu une super belle vie. Mais moi, je me suis rendu à être assis et à faire OK, je m'enlève la vie parce que ça fait trop mal. Ça arrête plus. Il y a personne qui veut m'aider. Genre, en 2009, aller chercher de l'aide, c'était vraiment plus difficile. Et la journée que j'ai voulu m'enlever la vie, c'est quelqu'un qui s'est pointé chez nous par hasard pour faire hey, moi et les amis, on trouve que t'es bizarre depuis quelque temps. On veut plus te laisser tout seul. On dirait qu'on n'aime pas ce qu'on voit. Puis là, j'ai réalisé il y a des gens qui m'aiment. Juste ça. Après ça, la personne qui est venue chez moi me dit ma soeur a vécu la même chose il y a quelques années. De se faire valider. Ouais. Ça, c'est une autre étape. Là, tu fais OK, puis qu'est-ce qu'elle a fait pour aller mieux? Puis elle a fait des médicaments. Puis tu fais non, je prendrai pas ça, je vais être accro. Puis avant, c'était super mal vu de prendre des antidépresseurs. Et là, la journée que tu te bottes le cul, puis tu fais bon, OK, j'ai le choix. Là. C'est soit je me gonne, j'ai un enfant, j'ai une blonde qui m'aime. Mais il paraît que si je prends ces pilules-là, d'ici 3 semaines, cette douleur-là va arrêter. Fait que j'ai 3 semaines à me fixer comme objectif. Fait que là, tranquillement, pas vite, là, j'avais lu le livre La peur d'avoir peur. Il y avait un tableau dedans dans lequel ça disait tu vas aller marcher 10 minutes aujourd'hui. Ça va être juste ça ton objectif. Fait que de me lever du lit puis de faire je vais aller faire 10 minutes. Demain, ça va être 20 minutes. Après ça va être une méditation guidée. Puis je riais, moi, de la méditation guidée. Là. Je veux dire, j'arrivais du monde où je suis tatoué jusqu'au bout des doigts à aller dans des shows punk, à sauter partout, tu sais. Et là, j'étais rendu chez moi avec mes écouteurs à faire la méditation guidée puis à réussir à relaxer, à aller chercher les bobos intérieurs, tu sais, tous ces petits trucs-là que j'avais étouffés pendant des années. Puis aujourd'hui, je veux dire, même si j'ai vécu des atrocités dans les 3 dernières années, pour vrai, je reste heureux, tu sais, parce que j'ai cette petite pilule-là qui m'aide le matin. C'est mon café. J'ai plus honte de dire je prends des antidépresseurs, tout le monde, ce qui fait en sorte que je suis un bon papa puis que je suis présent. Puis oui, j'ai pris 40 livres, que j'ai de la misère à perdre, mais... on vit dans une époque où le date-bot est correct. Oui, tu vas être correct. Je suis correct. Puis c'est super intéressant. Puis moi, je me souviens aussi quand le médecin m'a dit tu vas prendre des pilules pour dormir. Il faut moins que tu dors. Si tu ne dors pas, elle dit. Fait que là, j'étais comme je veux pas de médicaments. Là, elle me dit regarde, tu vas les prendre. Là, finalement, ça a pris du temps. J'ai dit oui. Après ça, lors du burn-out, là, c'est des pilules antidépresseurs. Elle me dit c'est une petite dose. Mais moi, je veux pas. Puis là, j'ai comme laissé aller. Mais c'est aussi, je trouve que c'est dur de se laisser aller des fois. Puis là, va voir un psy. Mais moi, j'ai pas envie. J'ai des amis, pourtant, je parle. J'avais pas l'impression que c'était un besoin. Puis moi, ça a été 11-12 sessions. Ça a duré juste 3 mois, mon absence du travail. Puis quand je suis revenu, honnêtement, comme toi, on continue à vivre des difficultés, mais on se sent bien, on sait quoi faire. Les marches là, de 10 minutes, moi, mon ex, là, il me forçait à descendre, je voulais pas. J'étais comme un bébé, là. J'étais là, je veux pas sortir de mon lit, je veux pas manger. Là, je chialais après lui. Écoute, c'était fou. Il m'habillait, c'était l'hiver. On allait faire, puis là, je finissais. Merci, je me sens mieux. Puis là, on partait. Là, je riais de moi. Je me disais, c'est une joke, là. Je me disais. T'avais-tu peur qu'ils partent? Moi, j'ai pas eu peur qu'ils partent. Mais on s'est séparés après. On s'est séparés après, puis je sais que c'est à cause de ça en grande partie. Parce que ça a tellement été dur pour lui de tout vivre cette émotion-là. Mais sur le coup, je savais qu'il partirait pas parce qu'on avait une belle relation, puis on a encore une belle relation. Mais je pense que ça l'a usé. T'sais, et c'était durant la pandémie. Fait que là, on était toujours ensemble. Là, tu avais quelqu'un qui veut pas bouger. Puis tu sais, j'étais pas moi-même. Là, j'étais vraiment grognon, puis j'étais pas fin avec lui parce que j'étais pas bien. Puis j'en voulais qu'il veuille que j'aille mieux parce que je me disais, c'est pas tes affaires, moi, laisse-moi comme ça. Je veux juste
sais, je veux même pas que tu m'aides. Mais finalement, il était là toujours. Mais après, tu sais, c'est difficile des fois. Puis je pense que ça a eu un lien avec ça. C'est fou à après. quel point que les gens ne comprennent pas que dans une dépression, informez-vous, j'invente pas, OK? La partie frontale du cerveau, durant une attaque d'angoisse, une attaque de panique ou une crise d'angoisse, la partie frontale du cerveau peut s'éteindre. Donc, t'es un peu... Tu souffres de dépersonnalisation, de dépersonnification, qu'ils appellent. Et moi, ça m'arrive souvent. Et c'est souvent là que je deviens colérique. Puis je m'en rends pas compte. Pas colérique, genre je lance les enfants dans les murs. Mais c'est genre, je rentre là, dans la maison, puis là, il y a une paire de bottes dans le ring. Puis je suis comme, hey, qu'est-ce que c'est ça? Fuck, qu'est-ce que j'ai ramassé hier? Là, tu fais, qu'est-ce que je fais là? Wow, hey, c'est pas moi. Exact, c'est pas moi, c'est ça. pas moi. Ouais. Et là, t'arrives, puis moi, des fois, c'était à mon ex à qui je parlais, tu sais, comme de la merde, puis que je m'en rendais pas compte. Parce que, mettons, justement, t'arrives de travailler, et là, t'as juste pensé à, OK, là, je fais partie des chanceux qui ont réussi à avoir de la job aujourd'hui, c'est la COVID. Et là, mon gars est malade. Puis là, j'arrêtais plus de tout le temps ressentir le négatif, tu sais. Ouais. Et je devenais méchant. Et je la remercie d'être restée, elle est partie, mais elle est restée le bout que j'allais pas bien, tu sais. Ouais. Puis c'est elle qui a écopé énormément, tu sais. Mais il faut aussi parler que lorsque quelqu'un va pas bien, l'entourage aussi finit par s'effriter, tu sais. Ouais. Parce qu'on gruge sur l'autre. Ben ouais. Fait que c'est nos relations au travail. Tu sais, je sais qu'une année, je tombais sur les nerfs de mes collègues de travail à radio, là. Je faisais que me plaindre. Ouais. Mais j'avais nulle part d'autre où le faire. T'sais, j'avais ma psy, mais c'était sur Zoom, c'était pas pareil. En plus, c'est ça, ouais, c'est ce qui était difficile. Moi, j'étais chanceux, elle me voyait quand même avec tous les protocoles qu'il y avait, mais sinon, je me disais, je peux pas j'étais pas capable. Il fallait que je parle à un être humain vraiment en personne, puis pas juste. Je trouve ça encore plus dur de créer une relation, en tout cas. Sur Zoom, sur Zoom, là, c'est quand même. Moi, j'étais chanceux. J'ai eu 14 ans la même psy. Et là, tu vois, elle vient de prendre sa retraite ce mois-ci. J'étais rendu assez proche que je pouvais la texter pour dire, t'as-tu des trous cette semaine? Je fais vraiment pas bien. Puis, elle laissait toujours des petits spots pour les gens qui filaient pas bien dernière minute. Puis, honnêtement, c'est de valeur que le monde des psychologues ait pu Marielle parce que c'était la meilleure psy pour les anxieux. Et je l'ai texté cette semaine. Ah, écoute, je pense que j'aurais besoin. Puis comme, ben Joe, j'ai pris ma retraite. Tu sais, comme, ouais, mais tu sais, juste une fois. C'était comme le gars qui veut pas laisser sa femme partir. C'est ça, exactement. Ou son conjoint partir. De faire, je t'aime encore. Encore reste là une fois. Moi, une dernière fois. Oui, juste une dernière fois. Puis finalement, là, il faut que je me trouve une autre psy. Mais il faut que je bâtisse quelque chose. J'ai eu 14 ans la même. Oh, fait que tu sais, des fois, elle pouvait me dire, Joe, rappelle-toi en 2013. Oui, elle avait une mémoire d'éléphant en plus. Elle. Fait que des fois, elle me disait, Joe, 2013, 5 minutes, elle tournait ses feuilles. T'as dit la même phrase mot pour mot. Il faut que ça évolue. À un moment donné, Joe, ça fait 10 ans. Là, t'es comme, oh mon Dieu, elle me rentre dedans. Elle me connaît. Mais il faut que je rebâtisse ça avec quelqu'un d'autre. Tu sais. Tu vas y arriver, mais c'est pas facile. Puis moi, je trouve ça cool pour les gens qui nous écoutent. C'est que c'est jamais fini, c'est jamais si facile. On trouve de l'aide, mais des fois, on va se tromper. Des fois, moi, avant de trouver la psy, ça l'a pris. J'en ai fait 3 que ça fonctionnait vraiment pas. Puis là, j'étais découragé. Mais là, mes amis me disaient, ça va prendre du temps. Mais quand je l'ai rencontré, je dis, moi, j'en revenais pas. Je disais, waouh, ça fait tellement du bien, mais il faut prendre le temps. Puis aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, ça m'a appris que quand il y a des moments difficiles aussi, je peux demander de l'aide à mes amis, ma famille, c'est correct. Mais aussi, je peux pas non plus aller trop loin. Comme avec mon ex, je disais tout à l'heure, je pense que je savais pas quoi faire d'autre, moi. Puis je n'osais pas parler. Je n'osais pas parler à personne d'autre. Pascal, parce que c'était la COVID. Je pense qu'on est plusieurs anxieux à avoir vécu ça comme ça. On était enfermés dans une maison, on n'avait pas le droit de sortir à part aller prendre des marches. Avoir de l'aide, c'était extrêmement difficile. Fait que, tu sais, nos conjointes, c'est eux qui étaient là sous notre toit. Fait que s'il t'aime, il te laissera pas comme ça pas aller. Fait que, tu tape-toi pas sur la tête. Tu aurais fait la même chose pour lui. Ça, c'est ça. Exactement. Mais j'aurais aimé ça. Mais aujourd'hui, par exemple, je fais attention, puis je me dis, quand j'ai besoin des amis, oui, mais maintenant, si c'est trop grand, il y a des psychologues, je vais voir la psy. Des fois, c'est on se revoit pendant 2 semaines, puis après ça, c'est des mois ou 1 an sans se voir, mais je sais qu'elle est là, puis je sais que je peux aller avoir de l'aide, puis il y a des ressources en ligne, il y a des livres. Moi aussi, j'ai lu, c'était l'anxiété, cette étrange chose, qui est un livre un peu comme une genre de bande dessinée qui explique vraiment l'anxiété. Puis là, j'ai fait, oh my God, je suis pas fou, là, c'est sain, c'est physiologique, c'est juste comme... C'est ça, le cerveau fait ça. Puis là, tu as juste à déconstruire. Et là, je fais comme, wow, là, je comprends en fait c'est quoi. Donc, mais c'était une manière vraiment, moi, qui m'a été révélatrice de mieux comprendre c'est quoi l'anxiété parce que pour moi, tu sais, quand tu es pris dans l'anxiété, tu fais juste comme, tu penses plus, il n'y a plus rien de normal. Tu es juste pris dans un état où. Et beaucoup de gens pensent que, mettons, l'anxiété, c'est se faire des scénarios, genre, je vais traverser la rue, je vais me faire frapper par un char. Non, c'est pas ça. C'est physique et c'est que tu réfléchis plus comme quelqu'un
de serein, mettons. Je dirais pas de normal, parce que j'aime pas dire le mot normal, mais de serein. Tu sais, t'es plus dans le réflexe serein. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Je sais pas si... Parce que je veux tellement enlever les... Je m'en fais une mission dans la vie. Moi, j'ai 2 missions dans la vie. C'est tout ce qui est en lien avec la dépression, l'anxiété, le suicide. C'est vraiment quelque chose que je me suis dit, si, en tant qu'artiste, je peux faire une petite différence... T'sais, moi, je pense que les artistes ont, entre guillemets, une responsabilité. Là. Il y en a qui aiment vraiment pas ça quand un artiste dit ça, mais je pense que... Moi, c'est mon point de vue, j'ai peut-être tort, mais je pense que si tu as la chance d'avoir un micro puis de parler devant autant de gens, oui, fais-les rire, ou oui, divertis-les, ou oui, mais sers-toi un petit peu de ça juste pour essayer de faire avancer quelque chose qui te touche ou faire en sorte que demain va être un petit peu mieux qu'avant hier. Ouais. C'est pas de la prétention. Je pense que tout artiste qui est suivi. Tu sais, moi, il y a plein d'affaires que je fais dans la vie que si j'avais pas entendu dans une chanson, je serais pas aussi engagé sur tel truc. Si j'avais pas lu tel livre, je m'aurais peut-être pas questionné sur telle affaire. Je pense que l'art est un moteur à réflexion et que je pense que lorsque tu gagnes ta vie avec ça, tu es déjà choyé, tu fais partie des privilégiés, ben prends un petit peu de ton temps. C'est, entre guillemets, quasiment faire du bénévolat, de faire hey, si je peux aider des gens avec la dépression ou ramasser des fonds pour la recherche médicale. Moi, c'est mes deux chevaux de bataille, là. Ça dit mes 2 chevaux de bataille? Oui. Excuse-moi, j'ai une mère anglophone. J'en parle jamais, mais moi, j'ai grandi la moitié de ma vie en anglais. Fait que je suis keb, mais il y a plein de mots, des trucs que mon cerveau, des fois, va faire des liens en anglais. Fait que je cherche mes mots encore, même à 40 ans, mais il s'est imprégné jeune. Fait que des fois, je dis un mot, puis tout le monde fait « Non, ça, c'est en anglais, ça se dit. » Tu fais « Non, ça se dit en français aussi. » Tu fais « Non, c'est une erreur lexicale. » Puis tu fais « Oh, shit. » Ah ouais. Okay. Non, on peut se permettre ici de... Je terminerai là-dessus, mais je sais pas, toi, si tu as eu l'impression, quand on commence à en parler, tout ça, probablement, moi, les gens... Moi, tu es un artiste, moi, je suis un entrepreneur social, mais j'ai quand même des clients puis des employés, là. Puis là, quand je suis revenu, tout le monde me disait, ben fais juste à croire que tu étais malade. Mais là, j'étais là, voilà. Hey, no way. Je peux pas, parce que je me disais, j'ai fait semblant que j'étais fort, j'ai fait semblant que j'étais le meilleur fils, le meilleur frère, meilleur ami, le meilleur boss. Là, j'étais comme collègue de travail, j'en peux plus, là. Et quand je suis revenu, je l'ai annoncé, j'ai rencontré chaque client, chaque employé, un par un, pour leur dire, mais exactement, et je dis, posez-moi des questions. Donc, il y en a qui c'était des questions, là, vraiment, genre, pourquoi? C'est qui t'a fait ça? C'est-tu ton ancien associé? T'as-tu une peine d'amour? Non, t'es par... Les gens... Puis j'ai dit... Ton enfance. Allez-y. Mais je te jure. Non, mais j'ai eu droit à ça. Puis je disais, dis-moi ce que vous voulez, mais faites attention à ce que je vais vous dire, la vérité. Ouais. Fait que soyez juste clairs. Puis là, les gens commençaient à partager. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de gens qui avaient vécu les mêmes choses que moi. Puis que juste d'en parler, ça faisait vraiment du bien. Puis là, moi aussi, j'ai eu un peu cette même mission-là que toi en me disant, il faut qu'on en parle, il faut qu'on arrête de faire semblant que ça n'existe pas. Parce que plus on en parle, plus les gens sentent qu'ils peuvent aller puis qu'ils peuvent aller chercher de l'aide, puis que c'est possible, comme tu dis, de passer dans des moments difficiles, mais de s'en sortir, puis d'être heureux, de vivre des super belles choses. Mais il faut en parler, sinon, ben ça reste que c'est trop tabou, puis les gens restent pris avec ça, puis ils avancent pas, là. Tu sais, tantôt, tu me dis, off micro, est-ce qu'on peut aller là? Est-ce qu'on peut parler de ci? Puis moi, je t'ai dit, tout ce qui est santé mentale, pour vrai, il n'y en aura pas de tabou. J'ai aucune honte il peut y avoir des producteurs ou des gens qui vont dire ça, puis qui vont avoir peur de m'engager parce que j'ai eu un trouble anxieux par le passé ou des idées noires. Mais je me dis, si Carl, qui est de Terrebonne, mange sa sandwich en écoutant le balado dans son truck de construction, puis qui fait « Hey, je t'aboute, man, je suis vraiment à bout, j'ai besoin d'aide. » Puis c'est le truc qui fait comme « OK, je vais aller voir un psy avant de me gonner, tu sais, parce que j'ai des enfants. » Tu fais « Ben, crime, c'est à ça que ça aurait servi, tu sais. » Puis si c'est de penser, tout le monde pense que depuis que je parle de santé mentale, que je fais juste être dépressif dans la vie. C'est pas le cas. Je reste un gars super bubbly, super gentil, super le fun. Tu sais, une année, j'avais été dans une entrevue où je vais taire le nom de l'animatrice, tu sais. Elle m'avait dit, dans le fond, toi, t'as fait une dépression en telle année, puis ton fils a été malade en telle année. T'es un clown triste, tu sais. Je suis aucunement triste. J'ai fait ma tentative, ben pas ma tentative, mais mes pensées suicidaires, c'est en 2009. J'en ai pas re-eu depuis. T'sais. Après, c'est ça, exact. Je veux dire, ça fait 14 ans. Puis le cancer de mon fils, c'est en 2019. T'sais. Oui, on a encore des répercussions de ça, mais je veux dire, c'est 2 épisodes, mais je te garantis qu'il y a un 8-9 ans là, entre la première nouvelle, la mauvaise nouvelle et la deuxième. C'est que du bonheur, là, où je suis heureux. Fait que je suis pas un gars dépressif à longueur de journée. Ah, puis moi, pendant mon épuisement professionnel, j'ai ri quand même vraiment beaucoup aussi, là. Il y a des journées où je riais, où on se regardait, puis je me disais, c'est pas moi, tu sais, moi qui est le gars qui fait toujours plein de choses. Puis là, j'ai de la misère à sortir, je prenais ma robe de chambre, puis là, on se regardait, puis
partais à rire parce que Ah oui? c'était drôle aussi. Parce... Tu dis, fait je que suis c'est- pathétique. Ben oui, puis- oui, ben c'est ça, mais de manière ironique, avec beaucoup d'amour avec moi-même quand je le disais, mais ça restait que il faut aussi... je pense que c'est une manière, moi, c'était thérapeutique, c'est aussi d'en rire parce qu'à un moment donné, ben là, on peut pas juste Exact. être toujours triste 24 heures sur 24. Je vais revenir à la deuxième point que tu disais au niveau de cause plus sociale. Oui. Tu sais, avec ce qui s'est passé, justement, Xavier, Ouais. qu'est-ce que tu vois, mettons, dans le futur pour toi, comme implication? Bon, tu as fait en santé mentale, belle cause pour la cause. Tu en fais juste qu'est-ce qu'on fait là, c'est de la sensibilisation. J'en fais tout le temps depuis. Puis le pire, c'est qu'à un moment donné, on me disait, hey, arrête, tu vas être trop brandé, genre gars dépressif. J'étais, ben, c'est ça, je serais brandé gars dépressif. Puis les gens, chaque fois qu'ils vont me voir, vont faire, ah, finalement, quand ils s'en vont, on n'a pas envie de se pendre, tu sais. Mais non, je reste un gars gentil, tu sais. Mais ma deuxième cause, et ça va être juste, tu sais, ça va être jusqu'à mon dernier souffle, ça va être ça, tu sais. Je sais pas encore comment, j'ai des idées de show bénéfice, je veux aider la recherche médicale, oui, mais je veux aider les parents lorsqu'ils reçoivent un diagnostic pour leur enfant. J'ai trouvé que j'étais très laissé à moi-même, malgré le fait que le camp m'a beaucoup aidé, Sainte-Justine m'a aidé, puis je veux pas que si quelqu'un de ces boîtes-là m'entende, de toute façon, pourtant on était là. Oui, totalement, vous étiez là, puis le camp m'ont vraiment aidé. Une année, là, j'étais à terre, puis c'est le camp qui m'a aidé. Mais je veux qu'on comprenne que lorsqu'on a un diagnostic, déjà que tu apprends que ton enfant de 10 ans a un cancer du cerveau ou whatever quoi, nous c'est le cerveau, ça vient pas avec un chèque, ça vient pas avec de l'aide, ça revient avec un « on est désolé de vous l'annoncer ». Puis c'est pas de leur faute à eux. Eux, ils font un travail là, incroyable. Ils te l'annoncent, tu retournes chez toi dans ta voiture le soir et tu réalises pas à quel point ta vie va changer. T'as mal, premièrement, une douleur qui s'exprime même pas, mais à partir de là, tu es tout seul parce qu'il faut que tu rentres plus travailler, il faut que tu sois au chevet de ton enfant. Pour les travailleurs autonomes, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'aide. Là. Je veux dire, en tout respect pour l'UDA et toutes les autres, j'ai appelé mon assurance vie et la journée que j'ai dit à mon assurance vie, « Hey, salut, j'ai une clause cancer, ça fait des années que je paye une assurance vie, je dois arrêter de travailler pour être au chevet de mon enfant, alors je vais prendre ma clause cancer, puis tu vas me faire un chèque, puis je ne travaillerai pas pendant tant de mois, tu sais. » Puis de me faire dire, « Ben non, c'est pas votre cancer, c'est celui de votre fils. » Puis tu fais, « Ah, OK, parfait. » Et là, je suis travailleur autonome, fait que j'ai pas le droit au chômage. Et là, tu te revires de bord, puis là, tu fais « Ah, mon assurance hypothèque, je paye une assurance hypothèque depuis des années. Je vais juste la suspendre 3 mois parce que je travaille pas. » Puis tu sais pas, un enfant qui a le cancer, tu sais pas combien de temps tu vas arrêter. Ça peut être 3 mois comme 10 ans, là. Et là, tu appelles ton assureur, puis tu fais « Ah, écoute, j'ai une assurance hypothèque. » Ils font « Oui, mais c'est pas votre cancer, monsieur, c'est celui de votre fils. » Tu vois, mais si mon fils va voler demain, là, il fait un hold-up, whatever, c'est moi qui est responsable de lui. Mais pourquoi, quand il y a quelque chose de négatif, le monde dans lequel on vit fait pas en sorte que je suis responsable aussi de sa situation? Je dois arrêter de travailler pour m'occuper de cet enfant-là. Je peux pas le laisser tout seul dans un lit. Fait qu'il y a toujours un des deux parents qui doit arrêter de travailler. Et celui qui va travailler, c'est vraiment... C'est violent, là. Ouais, tu sais, tu dois aller travailler alors que ton ex ou ta conjointe ou ton conjoint reste à la maison à s'occuper de choses que je souhaite à aucun parent, qui est de ramasser les cheveux de ton enfant, du vomi. C'est un cancer, là, tu sais. D'un enfant qui va te poser 1000 questions par jour sur pourquoi lui a ça. Là, tu es laissé à toi-même, là. Puis moi, ce que je veux faire, c'est monter un panier dans lequel, lorsqu'on t'annonce que tu as le cancer, que ton enfant a un cancer, qu'il y ait un panier d'aide pour les parents, qui soient des cartes prépayées pour l'essence. Parce que tu vas faire des allers-retours à l'hôpital, puis le monde ne comprenne pas que d'aller à tous les jours en traitement, payer 15-20$ le parking, plus ton essence, juste par mois, ça devrait être 2-3 000 $ qui part. Puis ça, c'est si tu es chanceux puis que tu es près de l'hôpital. Ça, Parce qu'il y a des gens qui viennent de loin, l'Abitibi, exactement, qui qui viennent de la doivent venir Gaspésie, qui viennent- dans les centres spécialisés. Puis les autres, c'est l'hôtel. Puis là, des fois, si ils ont un frère ou sœur, puis là, les gens qui veulent... Fait que Il finalement... faut que tu payes une le gardienne, coût- ou là, c'est ouais. le grand-papa ou la grand-maman qui prend sa retraite avant le temps. J'ai entendu ça dernièrement. Quelqu'un qui disait, on le rushait tellement que mes parents ont dû prendre leur retraite avant pour venir s'occuper des frères et sœurs, pour continuer la routine, pendant que nous, on était pendant 6 mois de temps à Sainte-Justine. Ouais. C'est inhumain ce que les parents d'enfants malades vivent. Et le stress financier ne devrait pas être présent. Et je vous le dis, tout le monde, peu importe l'argent que tu as dans la vie, tu n'es pas prêt financièrement. Tu as bien beau avoir économisé, d'avoir un gros coussin, de t'être palier. Moi, dans ma tête, je pensais qu'en tant que pigiste, j'avais entre 8 mois et 1 an toujours de buffer, genre dans mon compte de banque.
Au cas où qu'il arrive une bad luck. Je me casse une jambe, je peux plus aller en tournée, je peux plus tourner, je peux plus rien faire. Et malheureusement, c'était pas assez. Puis là, moi, c'est sûr que c'est ajouté à ça le COVID, là. Ouais. Fait que j'ai pas travaillé en plus pendant les mois qui ont suivi. Fait que je suis parti de avoir beaucoup de sous, une vie stable, une belle petite famille dans une maison à Saint-Hilaire à la chute libre. Et ça, c'est mon histoire, mais c'est parce que je la raconte publiquement, parce que c'est l'histoire de tellement de gens qui viennent me voir après m'avoir entendu me dire « Hey, merci ». Il dit « Moi, c'est rendu que là, j'ai 3 jobs, tu sais. » C'est un gars de construction qui travaille en construction, il se lève à 4 heures le matin, puis le soir arrive, puis là, il investit de l'argent dans un autre projet, puis là, il s'en va faire du déneigement le soir, en dessous de la table, pour pouvoir arriver, parce que sa femme a dû arrêter, ils ont dû vendre la maison, il vit dans un 4,5 avec ses 3 enfants. Fait que c'est inhumain. Fait que si je peux un jour, mettons, aider ces parents-là, j'aimerais avoir le panier, puis partir une fondation, puis dans ce panier-là, tu aurais une carte de crédit prépayée, tu aurais de l'essence prépayée pour l'année, c'est comme il va te faire masser une fois par année, il va juste avoir de l'aide, des livres, juste quelque chose qui peut passer le temps à l'hôpital. Et c'est pas vrai, tu sais, le monde qui fait. Moi, je m'étais déjà fait dire ça par un ami. Mais l'autre jour, pour sauver un peu d'argent, tu pourrais te faire des lunchs, tu sais. Hey, dude, va chier. Je passe 8 heures de ma journée à Sainte-Justine. Je reviens le soir, je dois m'occuper du plus jeune, faire la routine de l'autre, faire comme si de rien n'était. Je me couche à 9 h parce qu'on se relève à 4 h 30 parce que le petit est en traitement le matin à 7 h, il faut que je retourne à Montréal. Je pense souvent que j'ai le temps et la tête à faire des lunchs. Ouais, l'énergie aussi. Fait que, tu t'en vas à la cafétéria, tu t'achètes toujours un café là, une bâtonne. Il faut que tu aides financièrement. Puis tu as les médicaments aussi, qui sont couverts à une partie. Mais des fois, si tu es sur un programme expérimental, mais il va falloir que tu les payes, les médicaments. Puis ça va te coûter 2 000 à 3 000 par mois. Mais ces gens-là ont besoin d'aide. Et j'arrête plus de me répéter, mais c'est eux que je veux aider. Je veux convaincre des artistes de me donner, mettons, donne-moi 1000 livres, des livres que tu as écrits, donne-moi ou 500 de ce que tu as fait, puis on va les mettre comme un livre dans chaque panier. Après, il va y avoir genre des billets de spectacle du monde, on va leur changer les idées, on va essayer de juste les aider, essayer de sais-tu, allô prof, est-ce qu'on peut fournir un professeur pour venir aider le petit frère ou la petite sœur pendant que t'as pas envie d'être assis à une table puis faire des mots de vocabulaire avec ton enfant plus jeune. Puis l'enfant plus jeune, mettons, là, moi, je l'ai vécu dans ma famille parce que mon cousin a eu une leucémie plus jeune. Puis je pense beaucoup à ma cousine ces temps-ci parce que je me rappelle que quand j'allais chez eux, elle était toujours dans sa chambre puis que toute l'attention était sur mon cousin qui avait la leucémie. Ouais. Et je m'étais promis que je ferais pas ça avec mon plus jeune. Mais c'est difficile. C'est de pas faire ça. C'est difficile de pas faire ça. Fait que, est-ce que c'est d'avoir un allo prof qui vient t'aider à la maison pour les devoirs du plus jeune? Est-ce que c'est d'avoir aussi des cadeaux pour lui? C'est lui aussi de passer du temps de qualité avec son frère ou sa sœur? C'est que toute l'attention est sur son frère ou sa sœur? Tout le monde ne parle que de son frère ou sa sœur? Tout le temps? Les gens viennent à la maison, c'est comme si cet enfant-là était invisible. C'est ce que je me force énormément à ce que Jules ne soit jamais dans ma vie. Le frère de, tu sais, ce qui est très difficile. Parce que partout où on va, tout le monde en a que pour. Hey, comment il va le petit de. Il sert la magasin, puis tu as le petit frère à côté qui lui fait ah oui, ben moi, je suis pas spécial, tu sais, je suis pas malade. Mais est-ce que dans ce panier-là, c'est d'avoir une carte chez iSaute pour l'autre? Est-ce que je veux aider ces familles-là? C'est mon projet. En ce moment, je suis en pleine tempête. Fait que, j'ai pas l'énergie à mettre là-dessus. Mais éventuellement, ça va. Je vais organiser des spectacles bénéfices. Je vais organiser des shows de musique bénéfices. J'ai plein d'amis là, qui me disaient pendant que mon fils était malade, y a-tu quelque chose que je peux faire? Tu fais, hey, t'as un band de musique connu? Mon prochain show, il va être sur mon bras, mon gars. Tu me donnes ça. Ça va être ça, mes amis. Puis quand tu dis dans une tempête, quand tu es dans une tempête, c'est quoi les choses qui te font plaisir à faire? C'est quoi quand tu penses à toi aussi, puis prendre soin de toi, au-delà des choses qu'on parlait là, pour plus te remettre en santé puis garder les 2 mains sur le volant de ta santé mentale. Mais c'est quoi les choses qui te font du bien, que tu aimes faire aussi? Là, j'ai réalisé qu'être seul. Être seul. J'avais jamais... j'ai toujours voyagé tout seul. En majorité de mes voyages en pack-sac quand j'étais plus jeune. Okay. J'ai toujours aimé partir 2 mois tout seul. Je trouve qu'on est bien seul. Et pendant les 3 premières années de la maladie, je courais tout le temps essayer de faire des activités avec les enfants, essayer de toujours m'engourdir. Hein. Et là, depuis que j'ai pris le temps de m'asseoir, je te dirais que ça fait 6 mois que je passe souvent mes week-ends seul. Je reste à la maison seul. Je me fais venir du DoorDash. Je regarde une série télé. Et juste de ne pas avoir de bruit, pas personne à qui parler, personne à qui faker que je vais pas bien. S'il y a une chanson triste qui part dans la maison pendant que je fais le lavage, je pleure. Je me permets cet espace-là. Et je pense que c'est sous-estimer le côté thérapeutique d'être avec soi-même
et d'être bien. Tu sais, je viens d'aller passer 3 semaines tout seul au Colorado. Je suis parti en moto avec mon kit de camping. J'ai pas parlé à personne pendant 3 semaines. J'allais dormir dans la forêt, je rembarquais sur ma moto, je repartais, je mangeais tout seul. Tu sais, juste d'être là, lire un livre, d'observer, de juste... Tout va tellement vite que moi, j'encourage tout le monde à essayer de passer une journée complète seul. Puis tous mes amis me disent tout le temps, comment tu fais pour aller manger tout seul au restaurant? Je suis comme, c'est la plus belle chose au monde. Moi, j'adore ça, moi aussi. Mais Moi, je vais au cinéma. Tantôt, je m'en vais au musée. Au cinéma seul, au musée, cinéma. au resto. Ah, oui. Pourquoi? Mais moi, pourquoi pas? Puis je me fais toujours regarder un peu bizarre, comme, c'est le monsieur bizarre tout seul. Puis moi, je mets mes écouteurs, là, je marche dans le musée. Là, j'ai pas d'enfants qui... Parce que je traîne beaucoup, je traînais tout le temps mes enfants au musée. Jusqu'à temps que je réalise, c'est ma passion, pas la leur. Et là, tu essaies de lire ce qui est écrit en dessous. Puis je peux prendre le temps. J'ai pas personne qui me dit, hey, on s'en va. Hey, non. Je prends le temps de regarder ce que je veux dans le musée. Après ça, c'est comme, bon, je vais-tu au cinéma? Moi, je regarde l'horaire, puis je suis comme, non, je m'en vais à la maison. Puis je m'en vais chez nous. Puis je suis comme, il est 1h du matin, des fois, ou comme il est 9h, je me couche à l'heure que j'ai envie. Tu sais, c'est toutes des choses que j'avais pas fait dans les dernières années parce que je suis papa, parce que j'étais en couple pendant 20 ans. Là, c'est juste ma façon de bien aller, c'est d'être seul. Il y en a qui pensent que c'est de l'isolement. J'ai plein d'amis qui me disent, faut que tu sortes de chez toi, Jo, tu vas. Je dis, non, c'est pas ça, c'est l'inverse de la dernière fois. Je n'ai pas envie de vous voir pour aller bien. C'est ça, c'est correct. Puis moi, je trouve ça fascinant. Dès qu'on est célibataire, moi, j'étais en couple presque toute ma vie, j'étais marié. C'était toujours des longues relations, puis ça fait un peu plus d'un an que je suis célibataire. Puis à chaque fois, c'est, mais comment ça, t'es pas avec quelqu'un? Là, je vais manger au resto seul. Ben voyons, c'est triste, Pascal. Je vais au cinéma seul. Je vais à Broadway voir des shows tout seul. Puis là, ils sont comme, ben voyons. Je dis, mais moi, j'aime ça. Je trouve ça chouette, je parle à des gens. Moi, j'aime bien. Je vais aller m'asseoir au bar, je vais finir une petite jazzette avec quelqu'un. Puis ça va être correct, je vais revenir tout seul à mon hôtel, je vais bien dormir. Mais les gens trouvent ça triste. Puis là, je suis comme, mais c'est quoi d'être triste? C'est quoi cette idée-là dans la société que si on se retrouve seul, c'est triste, comme si c'était pas assez. Puis je pense que quand on passe à travers tout ce qu'on a passé de réflexion, d'introspection, ben, moi, je m'aime bien. Là. J'aime ça passer du temps avec moi-même aussi. C'est le fun. Je peux m'amuser, puis surtout des fois rencontrer des inconnus, des gens que je ne reverrai plus, mais que je vais avoir un petit sourire, dire bonjour, puis ça va faire moi, ma journée, puis je vais être heureux. Mais je trouve que les gens, vraiment, c'est weird. Là. C'est weird si tu es tout seul. Ça se peut pas que tu sois heureux puis bien avec toi-même. Tu as dit quelque chose que je trouve vraiment beau. Tu as dit, je m'aime assez pour être seul avec moi-même. Et j'ai réalisé, justement, ben, mettons, pourquoi est-ce que j'ai toujours voulu partir seul, tu sais, en voyage? Parce que j'aime ça être avec moi. C'est pas égoïste. C'est que je suis vraiment confortable. Si, mettons, j'étais un sleeping bag, je serais vraiment un asti de bon sleeping bag, tu sais. Je suis confortable à l'intérieur de moi. Je n'ai pas besoin des autres. Puis ça veut pas dire que les autres sont malsains. Tu sais, moi aussi, j'ai été célibataire longtemps. J'étais en couple vraiment longtemps. Et quand je suis tombé célibataire, tout le monde me disait... OK, ben, hey, j'ai peut-être une fille à te présenter. Je me fais, j'ai pas envie. Je viens de faire 20 ans, là. Puis, tu sais, j'ai été 9 ans avec une. Après ça, j'ai quitté une pour aller 9 ans avec l'autre. Après ça, j'ai été 3 mois célibataire. J'ai été 6 mois avec une. Après ça, j'ai été 1 an et demi avec l'autre. Là, tu fais, je veux juste être seul. C'est rien contre aucune demoiselle. Personne. Puis, plus tu vas être seul, plus tu attires. Ben oui. Et je trouve ça fascinant. Parce que quand j'avais envie de dater, personne ne voulait dater. Le petit chubby que j'étais. Et la journée que je fais, hey, je suis bien seul. Je vais partir au Colorado 3 semaines avec ma moto. Puis c'est comme, ben, et si je me paye un billet d'avion puis je venais te rejoindre? Non. Reste chez toi. Non, mais j'aime ça. 4 jours de camping ensemble, on va faire l'amour. Non. On fera l'amour en revenant. Après. Là, puis même encore, je suis bien seul, là, ces temps-ci, tu sais. Et bref, je sais pas pourquoi on parle de parler, c'est ça. D'être capable d'être seul, c'est ça. Puis de pas... Donc, un bon moment pour toi, c'est de passer du temps avec toi-même, d'être seul, de prendre le temps de... Ben, c'est ça, d'être avec toi-même puis faire les choses que t'aimes. Puis c'est. T'as été longtemps en couple. Trouves-tu que ce qui est le fun quand on est célibataire, c'est que. Et là, c'est peut-être moi qui est égoïste, bébé. Là. Dites-moi là, l'équipe aussi. Là. Mais tu sais, j'embarque dans ma voiture. Ma vie n'est que concession dans la vie avec des enfants. Là, je peux écouter ma musique. Je peux écouter le film que je veux. Je peux manger le repas que je veux. En voyage, j'arrivais puis je fais comme, hey, j'ai mangé, mettons, du saumon ce midi avec des patates pilées dans un petit resto, genre. Puis ce soir, j'aurais encore envie de manger ça,
Mais quand t'es seul, tu fais, ben, je mange encore du saumon avec des patates pilées. Sans avoir quelqu'un qui me dit, ben là, on a mangé ça tantôt. Non, j'ai envie de manger le même repas 3 fois de suite, peut-être même. Tu sais, je trouve ça sous-estimé. J'essayais de trouver des plus beaux mots, mais je pense que c'est sous-estimer le plaisir d'être seul. Ouais, je suis absolument d'accord avec toi. Ça fait une grande différence, mais moi, ça m'a pris du temps. Puis au début, je voulais pas nécessairement être seul. J'étais comme, là, moi, c'était 11 ans, après ça, 2 ans, après ça, 7 ans, après. OK, des longues relations. Oui, des longues relations, là, tu sais, puis marié et tout, à un moment donné. Puis j'étais comme, moi, je pense que je peux juste fonctionner à 2. Fait qu'il y a des moments que c'est difficile. Tu sais, il y a quelques mois, j'étais là, oh boy, là, je trouve ça dur. Puis là, finalement, je suis comme, non, j'aime ça. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est spontané. C'est que là, maintenant, c'est ça, je peux faire des rencontres, rencontrer des amis, faire plein de choses que je faisais pas avant. Je peux dire oui à plein d'invitations parce que sinon, veux pas, on tombe dans la routine, ce que j'adorais. Mais là, c'est cette espèce de liberté. Mais souvent, je me retrouve tout seul, puis c'est du temps juste pour moi. Puis finalement, je commence à trouver ça de plus en plus le fun. Puis là, je me dis peut-être que je vais finir vieux monsieur, vieux garçon. J'y ai pensé il y a quelques jours en plus. Il y a quelqu'un qui me dit, hey, viens-tu, on va passer une belle soirée. Je fais, hey, non, je vais rester chez moi. Puis elle fait, ben, tu vas faire quoi de plus? Ben, rien. Et comme, tu préfères rien faire chez toi que venir avec moi? Non. Mais oui. Oui. Puis j'ai fait, est-ce que je vais revoir une copine un jour? Est-ce que je vais revoir cette routine-là? Tu sais, on dirait que là, ces temps-ci, je ne me vois pas avoir une routine avec quelqu'un. Ouais. J'ai un running gag avec une de mes amies. Est-ce que vous vous rappelez dans le film, je crois que c'est dans Batman, mais quand Michelle Pfeiffer rentre chez elle, puis qu'elle fait « Hi, honey, I'm home », genre quelque chose comme ça. Puis elle fait « Oh, I'm alone ». Ouais. Genre « I'm not married ». Fait que là, moi et mon ami, on s'amuse à rentrer, parce qu'elle aussi est nouvellement célibataire. Mais nouvellement. Elle était aussi, comme moi, des longs stretches. Puis ça fait même pas 1 an qu'elle est célibataire. Et on s'amuse à filmer partout où on arrive. On filme « Hi, honey, how are you doing? Oh, shit, I'm alone ». Puis des fois, on fait comme « Qui a laissé traîner la vaisselle dans le... Ah, c'est moi. C'est moi. Puis je m'en fous. Ça me tente pas de faire... Ce que je fais, je m'ouvre une bouteille de vin, je me mets tout nu dans le salon avec une doudou, je bois du vin, puis si j'ai envie, on va aller me crosser. Ouais, on est là. C'est le fun. Est là. À cette heure-là. Ouais. Là, tu fais, j'ai pas envie de dormir après. Bon, non. Je vais lire un livre, tranquille. Je vais manger des chips dans le lit. C'est comme ça. C'est ça qui est beau. Puis je trouve qu'on vit dans une période où on est beaucoup dépendants affectifs. Puis on s'est beaucoup fait dire qu'il fallait être toujours 2, tu sais. On entend de plus en plus parler du polyamour, du trouble, on dirait que d'aller dans le plus de personnes, c'est bien, mais personne ne va parler de l'avantage aussi d'être moins. Et que c'est pas triste. Ça peut devenir un choix à la longue. Puis moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est quand j'étais en relation, j'aimais ça faire plaisir. Puis là, à un moment donné, la psy, elle me dit, pourquoi tu te fais pas plaisir? À toi? À moi. Puis là, elle m'a dit, as-tu déjà célébré tes accomplissements? Je dis, j'en ai pas. Elle dit, ben voyons. Non. Puis là, je dis, j'ai pas fait grand-chose. Il me semble que ça a été facile. Puis là, elle m'a dit, quand tu arrives, qu'est-ce qui te fait plaisir à boire? Je dis, moi, j'aime le champagne. Pas parce que c'est du champagne, j'adore l'effet des bulles sur mon cerveau. Ça me rend de bonne humeur. Elle dit, là, va t'ouvrir. Prends une petite bouteille de champagne, puis ouvre-la. Puis là, bois à tout ce que tu as réussi. Là, j'étais comme, OK, cool. Et là, après ça, j'ai commencé à faire des petites routines. Le dimanche, je m'en vais au marché à Toiteur, je vais m'acheter des fleurs. M'acheter des fleurs au lieu de les acheter à quelqu'un, moi, ça me fait plaisir. Là, j'ai commencé à poster ça, là, mes amis. Maintenant, je m'achète des fleurs. J'adore les chocolats. Je m'en vais acheter des chocolats chez, je vais donner son nom, le Cavalier Pétronne, qui est comme hallucinant. Ils font des chocolats incroyables. Fait que là, je vais acheter mes chocolats. Et là, j'ai commencé une routine de choses que j'aime. Puis, on dirait que la vie, j'étais comme, c'est le fun. En fait, pourquoi je fais ça pour juste les autres quand, pour moi, en fait, je devrais être assez important pour le faire pour moi, mais je préférais avant comme, oh non, si j'ai pas quelqu'un à faire plaisir, je vais rien faire, je vais rester chez nous. Puis là, je vais être honnête, tu te dis acheter des fleurs, là, ça fait à peu près 6 mois que je m'achète des fleurs. Là, je me dis, je te le jure sur la tête de mes enfants. L'autre fois, Jules me dit, pourquoi on arrête chez le fleuriste? On va aller acheter des fleurs, mon chum. J'ai eu une nasty de journée de marde, là. Il était comme, OK, papa. Puis je le détache de son bain, puis tu es fâché? Non. Viens dans mon grand. Puis tu rentres, puis c'est pour quelle occasion? C'est pour moi. J'ai eu une journée de cul, puis je trouve que je mérite un asti de gros bouquet de fleurs, là. Puis ça va être beau sur la table, là. Et là, depuis ça, là, une fois par 2 semaines, à peu près, depuis 6 mois, je vais m'acheter des fleurs. Puis je rentre, puis la fille fait « Salut! » Même chose, là, des marguerites, là, puis bien de la couleur autour. Voilà. Parfait, excellent. Puis cette plante-là. Là, je suis rendu avec plein de plantes chez nous. C'est mes amis. Puis... au lieu d'avoir plein de chats, tu fais un gars avec plein de plantes. J'aime pas les chats.
C'est un coming out de chat, là. Coming out de Je déteste l'odeur du chat. Puis tout le monde dit non, c'est l'odeur de la litière. T'as pas L'odeur du non! chat. Il y a eu une étude qui a été faite que genre 18% des chats, je pense que c'est ça, 18% ou 15% des gens, bref, ils sentent l'odeur que le chat dégage, puis ça les écœure. Tu sais, comme il y en a qui n'aiment pas les bruits de bouche, tu sais, il y a du monde, ça les écœure, ça les agresse. Moi, c'est l'odeur du chat. Le chat, il sac de moi, premièrement, chaque fois que j'ai essayé d'avoir un chat, là, tout ce que ça fait, c'est se frotter à la noune sur le sectionnel. C'est, après ça, genre, se crisser de moi. Là, ça vient chercher un peu d'affection, mais c'est pas comme elle voudrait. C'est que ça te mord. Là, ça te un mord, peu. tu fais, hey! Moi, je suis un gars à chien. Tu sais, là, je peux pas en avoir dans le condo où je suis, mais tu sais, un chien, c'est tout le temps content. C'est comme c'est l'équivalent de ton bouquet de fleurs. Tu peux revenir de l'hôpital puis te faire dire, ouais, il y a des métastases qui sont revenues. Puis tu as le goût de pleurer, tu brailles dans ton char, c'est une tonne triste. Tu rentres chez vous, il y a un chien qui est content. Puis il va le sentir que tu vas pas bien. Puis il va venir se coucher sur toi. Ton chat, là, il va rentrer, il va voir tu brailles, il va faire, hey, qu'est-ce ton esti de café fret qui traînait là. C'est ça que ça va faire, un chat. C'est un bibelot qui te coûte de l'argent. Asti que j'ai haï. Bon, moi, je les aime quand même, mais ça Je fait trop de respecte poils. ceux qui les Ça fait trop aiment, de poils. OK? Et on n'a rien contre les gens qui aiment les chats. Une petite anecdote, mais ça me fait rire parce que la première fois que je suis arrêté justement chez cette fleuriste-là, elle dit, est-ce que je les prépare? Je dis, non, c'est pour moi. Ouais. Je te jure, les deux autres clientes se retournent puis me regardent, genre... Et là, j'ai dit, mais voyons donc, c'est-tu bizarre, tu sais? Je dis, c'est pour moi, mais là, ça fait, tu sais, assez pour faire agir. Ben voyons, personne ne s'achète des fleurs. Ben au moins, on est deux. On est deux Tu sais, t'es la gars. première personne. Puis la seule personne ici, c'est mon ex, parce que l'autre fois, elle rentre chez nous, parce que je suis vraiment en bon terme avec mes ex, puis ils viennent super à la maison avec leur chum, puis tout. Pour vrai, on est vraiment choyés dans notre famille pour ça. Puis même les ex avec qui j'ai pas d'enfants, moi, c'est pas vrai qu'on va s'haïr parce que Même t'es chose. fâché. Moi, c'est Ouais. hors de question. On a été 1 an et demi à se dire je t'aime, pas parce qu'une année, on s'aimait plus que là, faut que tu m'envoies chier. Fait que bref, mon ex vient souper chez nous l'autre jour et elle rentre et elle voit un gros bouquet de fleurs sur ma table. Et la première fois, c'est qui t'a donné ça? Tu sais, avec une. Excuse-moi, qui t'a donné des fleurs? Puis tu fais, ben, moi, je me suis acheté des fleurs. T'es pas obligé d'inventer, hein? Ça me blessera pas, c'est qui? Elle s'appelle comment? C'est non, je me suis acheté des fleurs. C'est comme, toi, tu t'achètes des fleurs. Puis c'est comme, oui, moi, je m'achète des fleurs. Et je te dis, je pense qu'à ce jour, elle doit penser que c'est un mensonge, puis qu'elle pense que je vois une fille, puis que j'ai peur de la blesser en lui disant, je vois personne. Je vois personne. C'est juste des fleurs, man. C'est juste... ça me rend heureux. Ça sent bon. Puis là, c'est rendu que Jules trouve les fleurs le fun. Ah. Puis il y a 5 ans. Fait que si je peux faire un petit gars qui aime les fleurs, ben, Chris, j'ai participé aussi à briser le speech de la masculinité toxique parce qu'il va y avoir un petit gars qui tripe sur les fleurs. Ben, en fait, moi, je pense que si tout le monde nous écoute puis continue à aller acheter des fleurs, je pense qu'on va aider la business des fleuristes. Donc, je pense qu'ils vont être contents. Tout le monde ici, ce Oui. soir, à votre budget, là. On le sait que l'économie est difficile. Que ce soit un petit, que ce soit celui chez Super C, dans l'entrée. Non, encourager des fleuristes. Ouais. Juste un petit bouquet, puis mets-les là, sur ton meuble en disant « T'as moi ça. Ouais. T'as moi. » Vous faites comme moi je vole jamais, je fais rien de... Mais je vole une chose dans ma vie, c'est les lilas. J'adore les lilas. Quand j'étais jeune, il y avait un lilas en dessous de ma fenêtre, puis l'odeur, je capotais. ça sent bon. Et comme c'est dur à trouver, ben, quand je vais voir, je vais couper une branche de lilas de temps en temps. Je pense que c'est correct. En avant de mon condo, moi, j'habite dans un carrefour giratoire. Et dans le centre, il y a plein de fleurs. Et souvent, le soir, quand je vous dis que je suis un monsieur, là, je me suis acheté une chaise berçante. Et je vais lire avec ma chaise berçante. Puis je me sers un petit whisky. Puis là, je me berce sur mon balcon. Puis j'ai le vent sur le bord de la montagne. Je suis vraiment une personne âgée. Et je vois des gens arrêter, sortir, couper, mettons, pendant que c'était les tulipes, là, se couper plein de tulipes, puis ils rembarquent dans leur char, puis ils s'en vont. Et l'autre fois, j'ai vraiment fait mon monsieur parce que j'ai fait, franchement, les fleurs! Tu sais, genre, lâchez-les! Comme ça, j'ai fait, bah, on paye cher de taxes dans ce ville-là. Fait que. Ouais, puis un lilas, au moins, tu sais, c'est juste une petite branche. Ah ouais, Puis ça dure c'est 2 ça. semaines, C'est pas un ça, lilas. ça dure pas Ça, longtemps. en tout cas, j'espère que Ouais. je vais essayer de vivre avec ça. Et c'est tellement, Jonathan, un bonheur d'avoir pu te C'est parler déjà aujourd'hui. fini? Ben, c'est déjà fini, oui. Ah, déjà. OK. Puis On ils peut ont parler... cassé mon char, hein, fait qu'on peut continuer à Ben, parler. écoute, là. moi, si tu veux, on peut parler de... De quoi tu veux qu'on parle? Jase-moi de quoi tu veux. Tu vois, ben vas-y, parle-moi de qu'est-ce que tu aimerais nous partager. Tu sais, le balado, c'est à voix haute, donc l'idée, c'est de parler de... Je pense qu'on a parlé assez de sujets qu'on parle moins, mais on peut continuer. Non, mais on peut continuer, mais il y en a-tu d'autres que tu aurais envie d'aborder? C'est la place pour ça, là. On veut jaser des vraies affaires, puis... OK, attends une minute. Là, on a parlé de maladie, on a parlé de dépression, on a parlé de fleurs, on a parlé de comment j'aimais pas les chats, comment j'aimais être tout seul ces temps-ci. Les voyages à moto, je me cherche des commanditaires. Si vous voulez me donner une moto, là, j'aime beaucoup la Triumph Rally 900.
J'envisage faire le tour du monde en moto, éventuellement, pour vrai. Pas vrai? Depuis quand tu fais de la moto? Depuis que je suis petit. Mais légalement, mettons. C'est pire que moi qui vole des lilas, là. Non, Si c'est tu pire. Moi, j'ai conduis. roulé en moto, pas de permis pendant longtemps. Je suis désolé. Et on recommande à personne de faire ça. Non, c'est pas juste modèle. à ma défense, j'avais grandi pendant quelques années sur une ferme avant d'arriver à la banlieue. Et à la ferme, mon voisin avait plein de motocross. Fait que à la campagne, t'as pas besoin de permis. Tu sais, je veux dire, t'embarques sur ton motocross ou sur le skidoo, puis tu y vas. Fait que moi, quand je suis arrivé en banlieue, puis que mes amis avaient un scooter, puis je disais, hey, prends-moi ton scooter. Puis oui, mais t'as pas ton permis. Fuck that, je le ride mieux que toi. Tu sais, j'ai commencé à 7 ans sur un motocross. Comme ça, sur des 3 roues, puis tout. Fait que j'ai développé une passion pour la moto que je ne saurais expliquer pourquoi, mis à part le fait du cliché boomer qui dit c'est la liberté. Mais je pense que c'est la sensation du vent, les odeurs, puis le fait que personne ne peut me rejoindre. Puis, tu sais, moi, tantôt, je disais, j'ai besoin de délaisser. Tu sais, je suis bien seul parce que ma vie est concession. Je viens d'une famille de 5 enfants. Fait que toute ma jeunesse, il fallait toujours que je dise oui pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Puis j'ai été rapidement en couple où un couple, c'est que ça, faire des concessions constantes. Puis la journée que tu rencontres quelqu'un d'autre, tu tombes amoureux d'une autre fille, puis tu penses que ça va être différent. Après 1 an, tu fais que des concessions pendant 10 ans. Et j'ai des enfants, fait que je fais constamment des concessions. Et en étant connu, il faut toujours que je fasse comme si tout allait bien. Tu sais, c'est comme bonjour, bonjour. Tu sais, c'est comme on me va à l'épicerie, ça va? Ben non, j'en reviens de Sainte-Justine, je vais me pendre. Mais tu sais, c'est tout le temps des concessions. Donc quand je suis sur une moto, personne ne peut me rejoindre et me poser des questions. Fait que je fais juste rouler, j'écoute de la musique, puis il y a des beaux paysages. Puis là, le soir, quand j'arrive, j'ai pas de souper à faire à un enfant, j'ai pas de couche à changer, j'ai rien à faire d'autre que mettre ma tente, me servir un whisky, puis me faire un feu. Tu sais. Fait que je pense que c'est ça que j'aime de la moto puis des road trips. Et je m'étais dit, j'aimerais ça faire... tu sais, j'en fais un à chaque année. Et éventuellement, comme là, l'année prochaine, ben, en avril, je pars pour 1 mois faire des Keys de la Floride jusqu'à Vegas en passant, puis je fais tout le Texas. Et ça va être mon dernier, entre guillemets, entraînement de longue route. Tu sais, vivre 1 mois sur une moto, c'est quelque chose, là. Pas dormir dans un lit et tout. Et après ça, j'aimerais ça faire de la Patagonie jusqu'à Montréal, mais en passant par l'Alaska, genre par la côte ouest. Puis partir, mettons, 3 mois. Puis que là-dedans, ben, mes fils viennent me rejoindre. Tu sais, mettons, on passe une semaine ensemble avec papa, on voyage. Puis je les remets dans un avion, puis ils repartent, puis je continue. Puis j'aimerais ça peut-être, avec le nombre de kilomètres, je m'étais dit, est-ce que je trouve une façon de trouver des commanditaires qui me disent par tant de kilomètres, je donne tant, puis que je donne, mettons, 90% à la recherche médicale, puis à la fondation, je veux partir, puis que le 10%, ça soit pour les dépenses. Je veux pas faire du profit avec ça, ça serait juste couvrir les dépenses. Fait que j'y ai pensé, c'est un projet que j'essaie de monter dans ma tête, mais de me dire, difficile dans une crise économique, aller chercher de l'argent en ce moment. Ouais. De faire, Mais pour une cause, tu sais, c'est une cause à laquelle tu crois tellement, t'es impliqué. Les gens aiment ça quand on se dépasse, quand on essaie de faire autre chose. Ouais. Moi, je pense que ça peut ça pourrait peut fonctionner. Puis de faire une chaîne YouTube avec ça, ou puis tu me suis sur les réseaux, je poste déjà beaucoup. Fait que tu sais, de filmer tout ça, de donner du contenu, que ça soit drôle, de me suivre. Puis en plus, tu ramasses des fonds, puis moi, je réalise un rêve. Parce que moi, à mes 40 ans, je devais partir faire le tour du monde en voilier. Puis je suivais des cours de voilier pour ça. Puis avec mon ex, on était super gros voilier. Puis quelqu'un nous prêtait un voilier, on s'entraînait, on faisait des cours. On allait s'entraîner dans le fleuve à Tadoussac. On avait suivi des cours pour aller en haute mer et tout. Et finalement, elle m'a laissé. Donc, c'est le running gag que je dis qu'elle a brisé mon tour du monde, plus que mon cœur. Mais fait que là, mon but, ça serait de faire ça en moto. Puis après ça, de le faire de l'autre côté en voilier. Mais ça serait le tome 2. Wow, c'est cool. Moi, je fais pas de moto. J'ai une petite mobilette électrique que j'utilise, que j'adore. Quand je vais au marché avec mes fleurs dans mon sac à dos, j'ai des fleurs qui ressortent. Ça fait toujours sourire les gens. Mais j'adore la sensation que tu dis de liberté, le vent. Mais les longues distances, ça doit être vraiment quelque chose. Moi, c'est ici, c'est au centre-ville, sur le canal, la Chine, c'est génial. Mais je pense que j'aimerais ça. T'aimerais ça? Ouais. Puis surtout si tu connectes pas. Mettons, moi, je mets mon téléphone en mode avion avec juste ma musique qui peut jouer. Ouais. Puis j'ai des écouteurs dans le casque que j'ai mis. Ouais, ça doit être et là, tu me fais mes playlists parce que une de mes passions dans la vie, c'est de faire des playlists. OK? Genre, si quelqu'un me dit « Hey, j'ai besoin d'une playlist », ne finis pas ta phrase, fais juste me dire pour quel événement et je m'en occupe. Genre, je capote à faire des playlists à tout le monde dans mon entourage. Fait que j'ai genre mes playlists de moto. Mais j'ai même mes playlists tout dépendant des États où je vais. Tu sais, j'ai fait le tour des States plusieurs fois. Fait que j'ai mes playlists de la Louisiane, j'ai mes playlists de la Floride. Puis tu peux pas écouter la même musique en Louisiane que tu écoutes, mettons, au Colorado. C'est pas la même chose, c'est pas le même vibe. Fait que,
Oui, mets-toi de la C'est musique. triste. Mais électrique, c'est un petit peu plus dangereux, par contre. Moi, Ouais, j'ai une ouais. réserve là-dessus. Mais moi, sur c'est une le son. mobilette. Oui, c'est ça, sur le son. C'est Mais ça, même, faut même pas. si Faut c'est pas. une mobilette, là, Ouais, j'arrête tu pas peux de dire à pas, mes c'est amis ça, qui ont faut passé pas. à l'électrique, Il faut il pas. va falloir que les compagnies électriques Ouais. catchent que, faire de la moto, être sur 2 roues, c'est déjà plus dangereux qu'une voiture. Si elle ne fait pas de bruit, personne ne t'entend venir. Ouais, c'est super dangereux. Pour ça, oui. Et déjà que moi, j'ai une moto, puis on appelle ça genre ride safe, c'est beaucoup de gens qui. Comment ils disent ça? Loud pipes ride safe, quelque chose de même. L'expression américaine qui dit c'est pour ça que les Harley font beaucoup de bruit, pour déranger le monde auto aussi. C'est pas Faut juste qu'ils fassent attention. pour être cool puis que ta moto fasse du bruit, c'est que là, de manière, le monde me coupe. Fait que si elle fait peur, la moto, ben le monde, il l'écoute, tu sais. Mais toi, sur ta Mais en mobilette, c'est comme un vélo, là. Faut que je fasse attention faut que tout tu le fasses temps. Ben ouais. ultra. Tu vas plus vite que le vélo, Ouais. puis tu peux aller rouler sûrement ici sur Ouais. René Je pense que Lévesque. oui. Ben, je le fais, mais il me semble que oui. Oui, c'est Ouais. combien de CC, sais-tu? Ah non, c'est tout petit, là. C'est mobilette. Ça va à 32 km comme un vélo, là. Ben, ça veut dire que tu peux. C'est comme, c'est comme un vélo peux, électrique, ouais, mais ouais. mobilette parce que ça ressemble entre un scooter puis un. Mais essaie le Une bicyclette. scooter. Va chez Vespa Montréal, tu te pognes une petite Vespa. J'ai eu ça pendant 4 ans à Montréal au lieu d'avoir une moto. Mais moi, en voyage, tout ce que je fais, à chaque fois que je voyage, c'est je prends un scooter. Écoute, que ce soit en Grèce, n'importe où, là, le plus grand bonheur pour moi, c'est d'aller voir un coucher de soleil. Tu pars roules. Ouais, tu roules, tu vas voir le coucher de soleil. Le lever de soleil, une fois, j'aime ça pas me lever trop tôt, mais quand j'ai la chance, je trouve que c'est l'affaire la plus Ce qui est encore plus le fun, c'est quand, mettons, tu t'es installé la veille en camping et que là, tu as bu toute la nuit, puis que là, tu le regardes se lever le soleil. Là, il est le fun, parce que tu dors bien. Est-ce qu'on est les seuls fans? Y a-tu des gens qui font de la moto, mobilette ici? Non? On est les seuls. Oh! Pour vrai? Moto, mobilette? Yes, sir, that's my girl. À mon bureau, on a quand même quasiment un club de moto, là. Ah, j'adore. Ouais, on est plusieurs, il y a plusieurs à en avoir, fait que ils vont peut-être me convaincre à aller. Tant qu'à dire, j'ai pensé tout lâcher l'année passée, même si j'avais 3 shows télé puis que tout roulait bien, juste pour. J'avais le goût de dire à mon gérant, trouve-moi une gig d'animateur de show télé où je fais juste de la moto, où je me pars une chaîne YouTube où je fais juste parler de moto, puis je lâche tout. Genre, j'y ai pensé, là. Éventuellement, ça se pourrait qu'une année, vous faisiez hey, Joe Robert, il l'a fait finalement, il y a juste sa chaîne YouTube de moto puis il y a sa terre à bois qu'il voulait. Genre, avoir ma terre à sapin puis écrire des livres, genre un livre par 2 ans, genre. Juste vous dire, ça paye tout, là. Puis des commanditaires. Fait que si vous voulez me commanditer, là, partir à un Patreon de moto. Là. Ou juste me donner une moto. La Triumph Rallye Pro 900. C'est bien noté. On sait jamais, hein? On sait jamais. Il faut toujours exprimer ce qu'on veut dans la vie. Je Sinon, le lance en l'air. Si c'est Triumph ça. veut me la donner, là, la verte ou la noire, s'il te plaît. La verte ou la noire. c'est pas de Secret, là, c'est ça? Faut le lancer dans C'était l'univers. comment ça s'appelait? Le c'est secret, hein, Secret, c'est ça. ouais. Ouais. Je sais pas si ça marche vraiment, là, mais bon. C'est à la même époque que Doba Caracol pognait beaucoup. Tu te rappelles de cette époque-là? Trio, Doba Caracol. Ouais, c'était une époque. C'était une époque. On close-tu là-dessus? Oui, je pense qu'on clôt là-dessus. Ouais, quand on est rendu à parler Oui, de Doba Caracol, quand- ouais, on je a pense fait qu'on a- crissement le tour. On a fait le tour. Écoute, Jonathan, c'était plus qu'un plaisir. Puis vraiment, j'ai tellement d'admiration pour toi comme artiste, comme Merci. être humain. Puis ce que tu fais, c'est juste comme vraiment phénoménal. La dernière question que je voudrais te poser, Oui. c'est mort ou vivant, une personne, soit de fiction, soit une personne qui a déjà existé. Si tu avais une discussion à voix haute, comme on vient d'avoir, qui tu choisirais? Et pas facile, celle-là. Une de ces personnes-là. Là. Ah, mon Quelqu'un, Dieu, là, mon tu dis, là, de vivant. pouvoir parler des vrais sujets, des vraies choses. OK, je pense que je suis parti. Je vais être radical un peu. Madnovchina, celui qui s'est levé contre la Russie. Vous irez lire. C'est lui que. Si le Black Bloc a existé, si le mouvement anarchiste a existé, c'est parce que cet homme-là a existé, puis s'est tenu seul pendant 1 an contre la Russie qui essayait d'envahir la Tchétchénie. OK. Fait que c'était non, l'Ukraine. Ukraine. Fait que la Madnovchina, c'est un mouvement assez radical, mais que le gars qui l'a parti, j'irais m'asseoir avec lui, faire comment tu as pu réussir à réunir 100 000 personnes et de vivre dans l'anarchie sans aucune règle et que tout se tienne et que vous puissiez tenir tête à un régime aussi fort. Ouais. Mais je sais que c'est Intéressant. peut-être que les gens auraient voulu que je dise Britney, mais moins dans mes corps. Mais allez googler Madnovchina, c'est vraiment intéressant. Merci encore une fois, c'était génial. À très bientôt, j'espère. Ouais, salut.